La voiture de Roy McDougall était garée près de sa caravane dans le lotissement du Bend, et à la voir là un jour de semaine, Jimmy se dit qu'il fallait s'attendre au pire. Mark et Jimmy descendirent de la Buick. Jimmy, sa sacoche noire à la main, sonna. Voyant que la sonnette ne marchait pas, il frappa. Personne ne vint ouvrir, et il n'y eut pas le moindre mouvement dans la caravane voisine, 25 mètres plus loin. Il y avait pourtant là aussi une voiture. Jimmy essaya d'ouvrir la contreporte, elle était verrouillée. « Prends le marteau, Mark, il est sur le siège arrière de la voiture. » Mark alla le chercher, et Jimmy brisa le carreau de la contreporte à côté de la poignée. Il passa la main par le trou et poussa le verrou. La porte intérieure n'était pas fermée à clé, ils entrèrent. L'odeur les prit à la gorge. Ils la reconnurent instantanément. Si elle était moins forte qu'un Marston House, elle n'en était pas moins répugnante. C'était une odeur de pourriture et de mort, une puanteur nauséabonde et pénétrante. « Ils sont ici, dit Mark, c'est sûr. » Ils fouillèrent systématiquement la caravane. La cuisine, le coin repas, le salon, les 2 chambres, en prenant garde à n'oublier aucun placard. En ouvrant celui de la chambre des parents, Jimmy aperçut une forme indistincte et eut un sursaut, mais ce n'était qu'un tas de linge sale. « Pas de cave » demanda Mark. « Non, mais il y a peut-être sous la caravane un vide où on peut se glisser. » Ils la contournèrent et repérèrent une trappe prise dans le béton bon marché du soubassement. Elle était fermée par un vieux cadenas que Jimmy fit sauter de 2 grands coups de marteau. Quand le battant s'ouvrit, l'odeur les frappa de plein fouet. « Ils sont là » dit Mark. Jimmy passa la tête à l'intérieur et aperçut 3 paires de pieds à l'alignement. Les premiers portaient des bottes de travail, les seconds des pantoufles tricotées, et les troisièmes, tout petits, étaient nus. Quelle touchante scène de famille, pensa Jimmy, versant momentanément dans l'humour noir. Tout à fait une scène pour le Rider Digest. Non, c'était pas vrai, il n'allait tout de même pas enfoncer un pieu dans le cœur d'un bébé. Il fit une croix au crayon gras sur la trappe et ramassa le cadenas brisé. « Allons à côté, dit-il. »« Attends, dit Mark, laisse-moi en sortir un. »« Pourquoi faire ?»« Peut-être que la lumière du jour va les tuer, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'utiliser les pieux. » Jimmy sentit poindre un espoir. « Ouais, d'accord. Lequel ?»« Oh, pas le bébé, dit tout de suite Mark. L'homme, tu prendras un pied et moi l'autre. »« Ok, dit Jimmy, la bouche sèche. » Mark se mit sur le ventre et rampa à l'intérieur. Il saisit une botte de Roy McDougall et y tira dessus. Jimmy se faufila avec difficulté à côté de lui et empoigna l'autre botte. En conjuguant leurs efforts, ils parvinrent à extraire le corps de Roy McDougall et l'exposèrent à la lumière blanchâtre et à la bruine. Ce qui suivit fut atroce. Dès que la lumière frappa son visage, McDougall commença à se débattre comme un homme qu'on tire de son sommeil malgré lui. Ses pores exsudaient un liquide qui se transformait aussitôt en vapeur, et sa peau était jaune et fripée. Ses yeux roulaient sous ses paupières closes. Sa lèvre supérieure se retroussa, découvrant des incisives pointues comme celles d'un berger allemand. Lentement, comme dans un rêve, il agitait les pieds, battait des bras, ouvrait et fermait les poings. Quand une de ses mains frôla la chemise de Mark, l'enfant se rejeta en arrière en poussant un cri de dégoût. Enfin, il réussit à se remettre sur le ventre et rampa vers son abri. Ses bras, ses genoux, son visage creusaient des sillons dans la terre détrempée. Exposé au soleil, il s'était mis à halter. Respiration saccadée et sueur s'arrêtèrent dès qu'il eut rejoint l'ombre. « Ferme, dit Mark d'une voix étranglée. Je t'en prie, ferme, vite. » Jimmy referma la trappe et remit de son mieux la serrure cassée. L'image de McDougall s'agitant convulsivement sous la lumière le hantait. Elle le hanterait pour le restant de ses jours, dut-il vivre 100 ans. Ils restèrent là, sans bouger, sous la pluie. « On va à côté » demanda Mark d'une voix tremblante. « Oui, logiquement c'est à leurs voisins qu'ils ont dû s'attaquer d'abord. » Ils se dirigèrent vers l'autre caravane, et cette fois-ci l'odeur de pourriture les saisit dès leur entrée dans l'enclos. Ils lurent sous la sonnette le nom d'Evans, David Evans et sa famille. Jimmy connaissait. Evans était mécanicien au garage du centre commercial de Gators Falls. Il l'avait soigné 2 ans auparavant pour un kyste ou quelque chose de ce genre. La sonnette fonctionnait, mais personne ne vint leur ouvrir. Ils trouvèrent Mrs. Evans étendue sur son lit. Dans la chambre d'enfant, les 2 petits étaient couchés dans leurs lits superposés, habillés de pyjamas identiques décorés de Mickey et de Donald. Mark et Jimmy eurent plus de mal à retrouver Dave Evans. Il s'était caché dans un appentis inachevé au-dessus du garage. Jimmy fit une croix sur la porte de la caravane et sur celle du garage. « On est des as, dit-il. 2 sur 2. »« Tu veux bien m'attendre une minute ?» lui dit Mark d'un air embarrassé. « Je voudrais bien me laver un peu. »« Bien sûr. Moi aussi, d'ailleurs. Les Evans ne se formaliseront pas si nous nous servons de leur salle de bain. » Ils remontèrent dans la caravane. Jimmy s'assit dans un fauteuil et ferma les yeux.
De terribles images ressurgirent. Il revit la table de Maury Green, le tremblement du drap recouvrant le corps de Marjorie Glick, la main écartant le tissu blanc et dessinant des arabesques diaboliques. Il ouvrit les yeux. Chez les Evans, c'était plus coquet, plus soigné que chez les MacDougall. Il n'avait jamais rencontré Mrs. Evans, mais c'était visiblement une femme d'intérieur. De son siège, il apercevait dans un recoin, probablement baptisé buanderie dans la brochure publicitaire de Larry Crockett, des jouets soigneusement rangés. Pourvu que ces pauvres gosses en aient bien profité, pensa-t-il. Il y avait un tricycle, plusieurs gros camions en plastique, une station-service, une voiture à chenilles. Qu'est-ce qu'ils avaient dû se bagarrer pour celle-là? Et une table de billard miniature. Son regard allait glisser sur autre chose quand le déclic se fit. De la craie bleue. Une rangée de 3 spots à abat-jour conique. Sous la lumière crue autour d'une table verte, des hommes vont et viennent, queutent, frottent leurs doigts tachés de craie. « Marc !» cria-t-il en se dressant tout droit dans son fauteuil. « Marc !» Et Marc, sans avoir eu le temps de remettre sa chemise, arriva en courant. Un ancien élève de maths, promotion 64, très bon en explication de texte, mais moyen en rédaction, était venu lui rendre visite vers 2h30. En voyant les livres amoncelés sur le lit et sur la table de nuit, il lui avait demandé s'il préparait un doctorat en sciences occultes. Matt ne se souvenait plus s'il s'appelait Herbert ou Harold. Il entreprit de rendre compte à son élève de sa dernière trouvaille, l'histoire de Mommsen, petite ville du Vermont. Cette histoire était d'autant plus intéressante qu'elle ressemblait étrangement à celle de Salem. Les habitants disparurent les uns après les autres, dit-il à Herbert ou Harold, qui étouffa à peine un bâillement. C'était une petite ville comme bien d'autres, perdue au fin fond du Vermont, et à laquelle on n'accédait que par la nationale 2 et la régionale 19. Au recensement de 1920, elle comptait 312 habitants. On a raconté de curieuses histoires à propos de Mommsen, des histoires de fantômes, toutes sortes d'histoires. Et on peut voir encore aujourd'hui des croix et des signes magiques peints sur les portes des étables. Tiens, regarde, voici une photo du centre de la ville, si on peut l'appeler ainsi. Une épicerie, une pompe à essence et un magasin d'alimentation pour bétail. Qu'est-ce que t'en penses? Herbert ou Harold regarda la photo avec un intérêt poli. Une petite ville très ordinaire, quelques maisons, quelques magasins. Des toits écroulés, sans doute à cause du poids de la neige en hiver. Des petites villes comme ça, il y en avait à l'appel en Amérique. Et le voyageur qui les traversait le soir après 8 heures et qui voyait les trottoirs vides et les fenêtres noires eût été bien en peine de dire si leurs habitants étaient morts ou vivants. En vieillissant, ce pauvre prof perdait vraiment la boule. C'était comme sa vieille tante, qui les 2 dernières années de sa vie s'était persuadée que sa fille lui avait tué son petit perroquet chéri et le lui avait servi en pâté. Les vieux se font quelquefois de drôles d'idées. C'est intéressant, mais je ne crois pas... Il regarda Matt. Monsieur Burke? Monsieur Burke, qu'est-ce qu'il y a? Êtes-vous... Oh mon Dieu, où est l'infirmière? Mademoiselle, hé, mademoiselle! Les yeux de Matt étaient devenus fixes. Sa main droite était crispée sur le drap et sa main gauche pressée sur sa poitrine. Son visage était livide, une veine saillait sur son front. Trop tôt, pensa-t-il. Non, c'est trop tôt. La douleur lui venait par vagues et l'enfonçait chaque fois un peu plus profondément dans les ténèbres. Il eut un dernier éclair de conscience. Attention à la dernière marche, le pas de la mort. Puis il sombra. Herbert, ou Harold, se précipita hors de la chambre, renversant sa chaise au passage et en voyant valser la pile de livres. Il se trouva nez à nez avec l'infirmière qui courait elle aussi. « C'est Monsieur Burke, lui dit-il. » Il tenait toujours le livre ouvert à la page de Mommsen. L'infirmière lui fit un bref signe de tête et entra dans la chambre. Matt était renversé en arrière, la tête au bord du lit, les yeux fermés. « Est-ce que... » demanda timidement Herbert ou Harold. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. « Je crois que oui, dit l'infirmière en appuyant sur le bouton d'appel de l'équipe de réanimation. « Monsieur, je suis obligé de vous demander de sortir. » Elle avait retrouvé son calme, maintenant qu'elle avait fait le nécessaire, et se mit à songer au déjeuner qu'elle avait dû interrompre. « Mais il n'y a pas de salle de billard à Salem, dit Marc. La salle la plus proche se trouve à Gate Falls. Tu crois qu'il irait jusque-là? » Non, dit Jimmy, je suis même sûr du contraire. Mais il y a des gens qui ont un billard dans leur maison. Oui, je sais. Et il y a autre chose, dit Jimmy, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Il s'appuya contre le dossier du fauteuil et mit ses mains devant ses yeux. Ce qui lui trottait dans la tête avait quelque chose à voir avec le plastique. Mais pourquoi le plastique? C'est fou tout ce qu'on fabriquait avec des jouets, des couverts pour pique-nique, des bâches pour recouvrir les bateaux l'hiver. Soudain, l'illumination.
Il vit un billard recouvert d'un plastique et il entendit une voix. « Je devrais le vendre avant que le feutre ne moisisse. Ed Craig m'a dit que le feutre s'amoisissait. Mais il était à Ralph. » Il ouvrit les yeux. « Je sais où il est, déclara-t-il. Je sais où se trouve Barlow. Il est dans la cave de la pension d'Eva Miller. » Il en avait la certitude et rien ne l'en ferait démordre. Les yeux de Mark étincelaient. « On y va !»« Attends !» Il s'approcha du téléphone, trouva le numéro d'Eva et le composa en toute hâte. Le téléphone sonna, mais personne ne répondit. 10, 11, 12 fois. Il raccrocha, pris de frayeur. Eva avait au moins 10 pensionnaires, pour la plupart des vieux à la retraite. Il y avait toujours quelqu'un à la maison. Il regarda sa montre. Il était 3h15. Le temps filait. Bon, allons-y, dit-il. Et Ben demanda Mark. Nous ne pouvons pas l'appeler, dit Jimmy d'un air sombre. La ligne a été coupée chez toi. Si nous allons directement chez Eva et que nous n'y trouvons rien, il nous restera encore une bonne partie de l'après-midi. Et si Barlow y est, nous irons chercher Ben, et à 3 contre 1, nous lui ferons son affaire. Je file mettre ma chemise, dit Mark en courant vers la salle de bain. La Citroën de Ben était toujours dans le parking, à présent tapissée de feuilles mortes tombées des ormes d'alentour. Le vent avait repris et le ciel était gris, mais la pluie s'était arrêtée. L'enseigne Pension Eva Miller grinçait au vent. Un silence surnaturel planait sur la maison. Elle avait l'air de vous attendre, comme Marston House. À cette idée, un frisson parcourut Jimmy. Il se demanda si quelqu'un s'y était suicidé. Eva devait le savoir, mais il ne fallait plus compter sur elle pour le dire. Pour lui, c'est le rêve, dit-il tout haut. Il s'installe dans la pension du coin et s'y entoure de ses fidèles. Tu ne crois pas qu'on devrait aller chercher Ben demanda Mark. Après, allons voir d'abord. Ils descendirent de voiture et se dirigèrent vers la véranda. Le vent s'engouffrait dans leurs vêtements et leur ébouriffait les cheveux. Les stores étaient baissés et la maison semblait ruminer des pensées sombres. « Tu sens l'odeur » demanda Jimmy. « Oh oui, plus que jamais. »« Tu vas pouvoir tenir le coup ?»« Oui, dit Mark d'une voix ferme. »« Et toi ?»« Oh, il le faudra bien. » Ils montèrent les marches et Jimmy tourna le bouton de la porte. Elle était ouverte. Quand ils pénétrèrent dans la vaste cuisine d'une propreté de clinique, l'odeur les frappa de plein fouet. C'était comme s'ils venaient de plonger dans une fosse à ordures. Jimmy se souvint d'une conversation avec Eva 4 ans plus tôt, quand il commençait à exercer. Eva était venue pour un check-up. Le père de Jimmy était son médecin depuis de nombreuses années, et quand Jimmy lui succéda et reprit son cabinet de consultation à Cumberland, elle était allée chez lui en toute confiance. Ils avaient parlé de Ralph, mort depuis 12 ans déjà. Elle lui avait dit que l'esprit de Ralph hantait toujours la maison, qu'elle découvrait encore des affaires à lui au grenier ou au fond d'un tiroir. Il y avait aussi, bien sûr, son billard, qu'elle avait descendu à la cave. Elle voulait s'en débarrasser, car il occupait trop de place. Mais c'était le billard de Ralph, et elle n'arrivait pas à se résoudre à passer une annonce dans le journal ou à la radio, dans l'émission Trick Track Troc. Ils arrivèrent devant la porte de la cave. Jimmy l'ouvrit. L'odeur était asphyxiante. Jimmy appuya sur l'interrupteur, mais Barlow s'était arrangé pour que l'électricité ne marche pas, évidemment. « Cherche un peu, dit-il à Mark. Il doit bien y avoir une lampe torche ou des bougies quelque part. » Mark se mit à farfouiller dans les tiroirs. Il remarqua que le porte-couteau au-dessus de l'évier était vide, mais n'y prêta pas attention, du moins pas sur le coup. Son cœur battait à se rompre. Il se rendit compte qu'il avait atteint la limite de ses forces. Son cerveau ne fonctionnait plus, il ne réagissait que par réflexe. Il croyait tout le temps voir quelque chose bouger au bord de son champ de vision, mais lorsqu'il tournait la tête, il n'y avait plus rien. Un militaire aurait reconnu là les signes avant-coureurs de cet effondrement physique et moral qui frappe si souvent les soldats en première ligne. Il poursuivit ses recherches, avisa dans le couloir une commode qu'il inspecta méthodiquement, et finit par y trouver une longue torche à 4 piles. « J'en ai une, Jimmy !» cria-t-il en retournant vers la cuisine. Il entendit quelqu'un trébucher sur des marches, puis un bruit sourd de chute. La porte de la cave était grande ouverte. Des hurlements éclatèrent. Quand Mark remonta dans la cuisine, il était 5h moins 20. Son t-shirt était barbouillé de sang et ses yeux avaient perdu toute expression. Et tout à coup, il se mit à hurler. Le hurlement partit de ses entrailles, monta le long de sa gorge et jaillit de sa bouche grande ouverte. La folie s'était emparée de lui, il fallait s'en délivrer. Alors il hurla jusqu'à ce que sa voix se brise et qu'une douleur atroce, perçante comme une lame, vienne bloquer sa gorge. Mais quand il eut fini d'exorciser sa peur, son horreur, sa rage et sa tristesse, l'angoisse demeura. Barlow était en bas et la nuit approchait. Il alla sous la véranda et, face au vent, respira à longs traits. Ben, il fallait qu'il aille le chercher, mais un engourdissement bizarre lui mettait du plomb dans les jambes. À quoi bon? Barlow allait gagner. C'était fou de leur part d'avoir voulu lui résister.
Tout comme Suzanne et le père Callahan, Jimmy avait payé le prix de son audace. Non, tu ne vas quand même pas te résigner. Tout chancelant, il descendit les marches de la véranda et grimpa dans la buick. Les clés étaient sur le tableau de bord. Va chercher Ben, il faut essayer encore une fois. Ses jambes étaient trop courtes pour atteindre les pédales. Il avança le siège et tourna la clé de contact. Le moteur rugit. Il passa la première, appuya son pied sur l'accélérateur. La voiture fit un bond en avant et le klaxon se mit à corner. Mais je ne peux pas la conduire. Il crut entendre son père, avec son ton doctoral, lui faire un cours sur la conduite automobile. Quand on est novice, il faut faire très attention, Marc. L'automobile est le seul mode de transport dont la conduite n'est pas soumise à une réglementation étatique. Par conséquent, tous les conducteurs sont des amateurs, et nombre d'entre eux sont dangereux. Il faut être très prudent. Tu dois enfoncer l'accélérateur avec précaution, comme s'il y avait un œuf sous la pédale. Quand tu conduis une voiture à transmission automatique, comme la nôtre, tu ne te sers jamais du pied gauche, seulement du pied droit. Une pédale pour freiner, l'autre pour accélérer. Il retira son pied du frein. La voiture descendit lentement l'allée et sauta le trottoir. Il l'arrêta brutalement. Le pare-brise s'était embué. Il le frotta avec son bras et ne réussit qu'à l'opacifier davantage. « Saloperie de bagnole !» grommela-t-il. Haussant son cou pour arriver à voir par-dessus le volant, il repartit, avança par saccades, monta sur le trottoir d'en face en faisant son demi-tour et se retrouva enfin sur le chemin de sa maison. Sa main droite tâtonna pour trouver le bouton du poste et tourna à fond. Les larmes roulaient sur ses joues. Ben descendait Jointer Avenue à pied quand il vit apparaître la buick beige de Jimmy qui avançait par à-coups et tanguait de droite et de gauche comme un bateau ivre. Il fit un grand signe et elle vint se ranger tant bien que mal au bord de la chaussée. Absorbé par la fabrication des pieux, Ben avait laissé passer l'heure, et quand il regarda sa montre, il était déjà presque 4h10. Il débrancha le tour, prit quelques pieux, les glissa dans sa ceinture et monta téléphoner. Mais dès qu'il eut la main sur le récepteur, il se souvint que la ligne était coupée. Sérieusement inquiet, il courut vers les deux voitures. Pas de clé de contact. Il aurait pu retourner fouiller dans les poches d'Henri Pétry, mais rien que d'y penser, le courage lui manqua. Il prit donc le chemin de la ville au pas de course en espérant voir arriver la Buick. Il s'apprêtait à se rendre directement à l'école de Brook Street quand elle fit son apparition. Il se précipita vers le siège du conducteur et découvrit Marc. L'enfant le regarda d'un air hébété. Ses lèvres remuèrent, mais aucun son n'en sortit. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Ben. « Où est Jimmy ?»« Jimmy est mort, » dit Marc d'une voix sans timbre. « Barlow nous a eus encore une fois. Il est caché quelque part dans la cave de Mrs. Miller. Jimmy s'y trouve aussi. Je suis descendu pour l'aider, et j'ai cru que je n'allais pas pouvoir en sortir. Mais finalement j'ai trouvé une planche et j'ai grimpé dessus jusqu'aux marches du haut. Sinon j'étais coincé au coucher du soleil. »« Mais qu'est-ce qu'il y a eu ? Pourquoi une planche ? Que veux-tu dire ?» Jimmy a compris tout d'un coup d'où venait la craie bleue, tu vois. Pendant qu'on était en train de fouiller une maison du Bend, l'idée lui est venue que la craie bleue était celle d'un billard. Il s'est souvenu qu'il y en avait un dans la cave de Mrs. Miller, celui de son mari. Il a téléphoné à la pension, personne n'a répondu, alors on y est allé. Comme il n'y avait pas d'électricité, comme à Marston House, et il m'a dit de chercher une torche électrique. Alors j'ai commencé à regarder un peu partout. J'ai bien remarqué qu'il n'y avait plus un seul couteau dans le porte-couteau au-dessus de l'évier, mais je n'y ai pas prêté attention. Alors tu comprends, d'une certaine façon, c'est moi qui l'ai tué. Moi, oui, moi, c'est de ma faute, tout est de ma faute. Ben le prit par les épaules et le secoua énergiquement. « Arrête, Marc, arrête !» Marc mit la main devant sa bouche comme pour faire barrage à ce flot de paroles hystériques et jeta un regard fiévreux sur Ben. Enfin, il réussit à se dominer et reprit. « J'ai finalement trouvé une torche dans la commode du couloir. Et c'est à ce moment-là que Jimmy est tombé et s'est mis à hurler. Je serais tombé, moi aussi, s'il ne m'avait pas prévenu. La dernière chose qu'il m'a dite, c'est « Attention aux marches, Marc !»« Mais qu'est-ce qu'elles avaient ?» demanda Ben. « Ils ont enlevé l'escalier, Barlow et les autres, » dit Marc d'une voix sans timbre. « Ils l'ont scié à partir de la 3e marche en laissant une partie de la rampe pour faire croire... » Pour faire croire... Il secoua la tête. « Dans le noir, Jimmy a pensé que toutes les marches étaient là, tu comprends ?»« Oui, » dit Ben. Il avait compris et il en avait la nausée. « Et les couteaux ?»« Ils les ont mis au pied de l'escalier, la pointe en l'air, en fixant les lames sur des panneaux de contreplaqué qu'ils ont posés par terre. »« Oh, mon Dieu !» dit Ben horrifié. Il saisit Marc par les épaules. « Tu es sûr qu'il est mort, Marc ?»« Oh oui, sûr. Il avait une demi-douzaine de couteaux dans le corps. Et le sang !» Ben regarda l'heure à son poignet, toujours la course contre la montre. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda Marc d'un air absent.
Nous allons retourner en ville. Nous téléphonerons à Matt et à Parkins Gillespie. Mais nous en finirons avec Barlow avant la nuit. Il le faut absolument. Mark eut un petit sourire désabusé. Jimmy a dit la même chose. Il a dit que nous allions lui faire son affaire. Mais Barlow nous battra toujours. Je parie qu'il y en a de plus forts que nous qui ont déjà essayé. Ben regarda l'enfant et chercha ce qu'il pourrait lui dire de blessant pour le sortir de son apathie. « Mais on dirait que tu as peur, dit Ben. « Oui, c'est vrai, j'ai peur, dit Mark sans se vexer. Pas toi ? Ah si, mais je suis aussi en rage. Barlow m'a pris la fille que j'aimais. Nous avons perdu Jimmy, et toi tu as perdu ton père et ta mère. Ils sont étendus par terre dans ton salon, sous la housse du canapé. » Il se força à être méchant. « Tu veux peut-être retourner là-bas pour les voir ?» Mark chancela sous le coup. L'horreur et la douleur se peignirent sur son visage. « J'ai besoin que tu sois avec moi, dit Ben plus doucement. La torture mentale qu'il venait d'exercer sur Mark l'écœurait. Il se faisait l'effet d'un entraîneur de rugby avant le grand match. « Je m'en fous si d'autres ont déjà essayé de l'arrêter et n'ont pas réussi. Je veux tenter ma chance, et je veux que tu sois avec moi. J'ai besoin de toi. » Et c'était vrai, la vérité c'était ça. « Ok, dit Mark sans le regarder, en croisant et décroisant les doigts. « Il faut t'accrocher, dit Ben. Mark lui lança un regard désespéré. « Ah, c'est bien ce que j'essaye de faire. » Ben avisa dans le prolongement de Jointer Avenue une station-service ouverte et s'y arrêta. Le propriétaire, Sonny James, qui avait affiché dans sa vitrine, derrière une pyramide de bidons d'huile, un énorme poster en couleur du chanteur folk du même nom, vint lui-même les servir. C'était un petit homme à l'allure de gnome. Il avait le dessus du crâne entièrement chauve, mais sur le pourtour, une couronne de cheveux tondus laissait apparaître une peau toute rose. « Bonjour, monsieur Mears, comment ça va ? Où est votre Citroën ? Oh, elle est mal en point. Où est Peter ? Peter Cook était employé à mi-temps au garage, il habitait Salem. Sonny, lui, n'y habitait pas. Oh, je l'ai pas vu de la journée. Bah, qu'est-ce que ça fait ? De toute façon, il n'y a personne à servir. La ville est sacrément morte. Ben fut secoué intérieurement par un rire hystérique qu'il eut toutes les peines du monde à contenir. Faites-moi le plein, s'il vous plaît. Je peux téléphoner ? Oui, bien sûr. Et toi, fiston, t'as pas d'école aujourd'hui ? C'est ma journée d'activité libre, dit Mark. Vous étonnez pas si j'ai du sang sur mon t-shirt, je viens de saigner du nez. Ouais, et drôlement, à ce que je vois. Mon frangin saignait du nez tout le temps. Ça veut dire qu'on fait de l'attention. Faut pas plaisanter avec ça, mon petit. Il se dirigea vers l'arrière de la buick et dévissa le couvercle du réservoir d'essence. Ben entra dans le bureau, repéra le téléphone à côté de l'éventaire de cartes routières et composa le numéro de l'hôpital. Hôpital de Cumberland, quel service désirez-vous ? Je voudrais parler à M. Burke, s'il vous plaît, chambre 402. Il eut un silence anormal au bout du fil, et Ben était sur le point de demander si on avait échangé Matt de chambre, quand la voix reprit. « C'est de la part de qui, s'il vous plaît ?»« Monsieur Ben Mears. » L'idée que Matt était mort envahit soudain sa conscience, comme un nuage noir obscurcissant le ciel. Non, ce n'était pas possible, ce serait vraiment trop à la fois. « Il va bien, dites. Êtes-vous un parent ?»« Non, je suis un ami. Il n'est pas... » Monsieur Burke est décédé cet après-midi à 3h07, monsieur Mears. Si vous voulez attendre un instant, je vais voir si le docteur Cody est là. Il pourra peut-être... La voix continuait, mais Ben ne l'écoutait plus, bien qu'il gardât le récepteur collé à l'oreille. Il mesurait brusquement l'ampleur de la perte subie. Matt était leur ultime recours. Comment s'en tirerait-il sans ses conseils ? Il avait succombé à une défaillance cardiaque, une mort naturelle. Dieu lui-même s'était détourné d'eux. Mark et moi, plus que nous deux maintenant. Suzanne, Jimmy, le père Callahan, Matt, tous disparus. La panique le saisit, mais il la refoula de son mieux, en silence. Il raccrocha, sans y prendre garde, au beau milieu d'une question de la réceptionniste, et sortit du bureau. Il était 5h10, et à l'ouest, les nuages commençaient à se disperser. « Ça fait $3 tout rond, dit Sonny d'une voix joviale. Dites, c'est bien la bagnole du docteur Cody. Chaque fois que je vois une voiture avec un papillon de Toubib, ça me fait penser à un film où on voyait une bande d'escrocs voler des voitures de Toubib, parce que... » Ben lui tendit 3 billets d'$1. « Oh, je suis navré, Sonny, mais il faut qu'on file, j'ai des emmerdes. » Le front de Sonny se plissa. « Mince alors, monsieur Mears, je suis embêté pour vous. Des mauvaises nouvelles du type qui publie vos bouquins ? » ?»« Oui, c'est à peu près ça. » Il se glissa derrière le volant, claqua la portière, démarra et laissa Sonny planté au bord de la route. Mark lança un regard scrutateur à Ben. « Matt est mort, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, d'une crise cardiaque. Mais comment le sais-tu ? » ?»« Oh, je l'ai vu à ta tête. » Il était 5h15. Quand ils s'arrêtèrent devant l'église Saint-Andrew, il était 6h moins le quart. Présage funeste, l'ombre de l'église s'était allongée jusqu'à envelopper complètement le presbytère.
Ben déversa le contenu de la sacoche de Jimmy sur le siège arrière de la voiture. Il prit toutes les petites bouteilles et les vida par la portière. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Marc. « Nous allons les remplir d'eau bénite, dit Ben. Viens. » Ils montèrent les marches de l'église. Marc était sur le point d'ouvrir la grande porte quand il s'arrêta. « Regarde ça » s'exclama-t-il. La poignée de la porte était noircie et légèrement tordue, comme si elle avait été frappée par une forte décharge électrique. « Tu comprends, toi, ce qui s'est passé » demanda Ben. Marc secoua la tête, comme pour dire qu'il préférait ne pas chercher à comprendre. Ils entrèrent. L'église était sombre et fraîche. Il y régnait ce silence lourd de mystère propre à tous les lieux de culte en dehors des offices. De part et d'autre de la vaste allée centrale, 2 anges en plâtre miraient leurs visages sereins dans des vasques d'eau bénite. « Passe-toi de l'eau sur le visage et sur les mains, dit Ben. Marc lui jeta un regard troublé. « Est-ce que ce n'est pas un sacrilège » finit Ben. « Non, sûrement pas dans notre cas. Vas-y. » Ils plongèrent leurs mains dans les vasques et s'aspergèrent le visage, comme on s'asperge d'eau froide au réveil, pour se mettre en train. Ben avait sorti une première bouteille de sa poche et s'apprêtait à la remplir lorsqu'il s'entendit interpeller par une voix stridente. « Hé, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites ?» Il tourna la tête et vit une dame d'un certain âge assise au premier rang et triturant fébrilement un rosaire. Elle portait une robe noire, sa combinaison dépassait et ses cheveux étaient tout décoiffés. « Où est le père Callahan ? Qu'est-ce que vous faites ?» Sa voix était presque hystérique. « Mais qui êtes-vous » demanda Ben. « Je suis Miss Curless, la gouvernante du père Callahan. Où est-il et qu'est-ce que vous faites ?» Elle se tordait les mains. « Le père Callahan est parti, dit Ben aussi doucement que possible. »« Oh » dit-elle en fermant les yeux. « Est-ce qu'il avait entrepris de guérir la ville du mal qui la frappe ?»« Oui, dit Ben. »« J'en étais sûr, dit-elle. C'est un prêtre comme on n'en voit plus, notre père Callahan. Quand je pense qu'il y en avait à la paroisse qui disaient qu'il n'arriverait jamais à la cheville du père Bergeron. Il y est bel et bien arrivé, et même mieux que ça, à ce que je vois. » Elle les regarda avec des yeux anxieux. Une larme roula le long de sa joue. « Il ne reviendra plus, n'est-ce pas » demanda-t-elle. « Je ne sais pas, dit Ben. Les gens disaient qu'il buvait, mais a-t-on jamais vu un Irlandais ne pas aimer un peu la bouteille ? Il n'était pas de ces prêtres à l'eau de rose avec leurs cours de bigote et leurs fêtes paroissiales. Oh non, il valait mieux que ça. » Sa voix rauque montait, faisait résonner les voûtes, une véritable profession de foi. C'était un homme de Dieu. Ben et Marc écoutaient sans rien dire. Plus rien de ce que cette journée de cauchemar leur réservait encore ne pouvait les surprendre. Ils ne se voyaient ni comme des anges exterminateurs, ni comme des sauveurs. Ils essayaient seulement de survivre. « L'avez-vous vu faire preuve de courage » leur demanda-t-elle. Ses yeux étaient maintenant pleins de larmes, mais son regard restait d'acier. « Oui, dit Marc, se souvenant du père Callahan brandissant sa croix dans la cuisine de sa mère. « Et vous continuez ce qu'il a commencé ?»« Oui, dit à nouveau Marc. »« Alors ne tardez pas, dit-elle sèchement. Qu'attendez-vous » Et elle s'en alla dans sa robe noire, seule pleureuse de funérailles qui n'avaient pas eu lieu. Ils se retrouvèrent enfin chez Eva, 6h10. C'était vraiment la dernière limite. Le soleil n'allait pas tarder à disparaître. On apercevait encore, juste au-dessus des pins, son disque rouge sang, barré de nuages déchiquetés. Ben gara la Buick dans le parking et jeta un coup d'œil vers la fenêtre de sa chambre. Le store n'était pas baissé. Il aperçut sa machine à écrire en sentinelle et à côté d'elle son manuscrit sur lequel était posé le presse-papier au paysage de neige. Se pouvait-il que tout soit resté comme il l'avait laissé alors que leur vie était emportée dans un tel tourbillon ? Son regard glissa vers la véranda. Les 2 fauteuils à bascule sur lesquels Suzanne et lui étaient assis lorsqu'ils avaient échangé leur premier baiser se trouvaient toujours côte à côte, au même endroit. La porte de la cuisine était restée grande ouverte. « Je ne peux pas, » murmura Marc. « Je ne peux vraiment pas. » Ses yeux s'étaient agrandis et vidés de toute expression. Il était recroquevillé sur son siège, les genoux sous le menton. « Mais il faut qu'on y aille tous les deux, dit Ben. Et il lui tendit 2 petites bouteilles d'eau bénite. Marc eut un mouvement de recul, comme s'il s'agissait de fioles de poison. « Allez, viens, dit Ben. Il était à bout d'arguments. « Allez, viens. »« Non. Marc. Non. Marc, j'ai besoin de toi. Je n'ai plus que toi. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je ne peux pas faire plus. Tu ne comprends pas que je ne peux pas le regarder ? Marc, nous devons y aller ensemble, toi et moi. Tu le sais bien. » Marc prit les bouteilles et les pressa contre sa poitrine en poussant un grand soupir. Puis il regarda Ben et fit un petit hochement de tête saccadé. « Ok, » souffla-t-il d'une voix éteinte. « Où est le marteau » demanda Ben en sortant de la voiture. « Jimmy l'a pris pour descendre. »« Ah, bon. » Ils montèrent les marches de la véranda.
Le vent avait repris et le soleil couchant incendiait le ciel. Dans la cuisine régnait une odeur lourde et moite, une odeur de mort. La porte de la cave était toujours grande ouverte, elle aussi. « J'ai peur, dit Marc en frissonnant. « Oui, tu peux. Où est la torche ?»« À la cave. Je l'y ai laissée quand... » « Oh, bon. » Ils s'approchèrent de l'escalier. Comme Marc l'avait dit, on n'y pouvait déceler rien d'anormal. « Suis-moi, dit Ben. »« Je vais à ma mort, se dit Ben. Mais cette idée le laissa parfaitement indifférent. Elle lui était venue tout naturellement, et il n'y avait en elle ni peur ni regret. La présence envahissante du mal submergeait tout sentiment individuel, et c'est avec un calme presque surnaturel qu'il se laissa glisser sur la planche que Marc avait utilisée pour sortir de la cave. Matt était mort, Suzanne était morte. Miranda aussi. Ses yeux se portèrent sur le corps de Jimmy. Voilà à quoi on ressemblait quand c'était fini. Un corps contenant toutes sortes de fluides de couleurs différentes, qui maintenant gisait, baignant dans son sang. Ce n'était pas si terrible. Le pistolet de McCaslin devait être encore dans la poche de Jimmy. Il le prendrait, et si le soleil se couchait avant qu'il puisse en finir avec Barlow, il le ferait. D'abord l'enfant, puis lui-même. Il atterrit sur le sol de la cave, puis aida Marc à descendre. Le temps d'un éclair, le regard de l'enfant se posa sur la forme sombre et recroquevillée. « Je ne peux pas le regarder, dit-il d'une voix rauque en se détournant. « Eh bien, ne le regarde pas, dit Ben. Il s'agenouilla et retourna le corps de Jimmy. « Oh, Jimmy, voulut-il dire, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il soutint le corps de son bras gauche et de la main droite en retira les lames. Il y en avait 6 et Jimmy avait énormément saigné. Dans un coin de la pièce, sur un rayon, Ben vit quelques rideaux soigneusement pliés. Il les étendit sur le corps après avoir pris le pistolet, la torche et le marteau. Il se releva et essaya la torche. Le plexiglas qui protégeait l'ampoule était fendu, mais la lampe fonctionnait. Il promena le faisceau lumineux autour de la cave. Rien. Sur et sous le billard. Rien. Du côté de la chaudière. Rien non plus. Mais qu'y avait-il d'autre? Des étagères remplies de pots de confiture et de bocaux de conserve. Un tableau sur lequel étaient accrochés des outils. Les marches enlevées étaient au fond de la pièce afin qu'on ne les voie pas de la cuisine. « Mais où est-il » marmonna Ben. Il jeta un coup d'œil à sa montre et vit qu'il était 6h23. Le soleil se couchait à quelle heure? Il n'arrivait plus à s'en souvenir. Un peu avant 7 heures sûrement. Cela ne leur laissait plus qu'une demi-heure. « Où est-il » cria-t-il d'une voix angoissée. « Je sens qu'il est là, mais où ?»« Là » s'écria Marc en montrant quelque chose du doigt. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ben amena le rayon de la torche dans la direction que lui indiquait l'enfant. C'était un buffet rustique. « Oh, ce n'est pas assez grand, dit-il à Marc, et c'est contre le mur. »« Regardons derrière. » Ils s'approchèrent du meuble et chacun le prit par un bout. Ben sentit l'espoir renaître. L'odeur avait ici une densité, une force qu'elle n'avait nulle part ailleurs. Il jeta un coup d'œil vers la cuisine. La lumière baissait sérieusement, et elle était moins dorée qu'avant. « Il est trop lourd pour moi, dit Marc en haletant. « Ça ne fait rien, dit Ben. Nous allons le renverser. Cherche la meilleure prise. » Marc se pencha au-dessus du buffet, l'épaule collée contre le bois. « Allons-y, dit-il d'une voix déterminée. » Ils rassemblèrent leurs forces et pesèrent de tout leur poids sur le meuble qui finit par basculer dans un fracas de vaisselle brisée. La vaisselle de mariage d'Eva, probablement. « J'en étais sûr !» s'exclama Marc, triomphant. Il y avait dans le mur, à l'emplacement du buffet, une porte basse fermée par un cadenaille tout neuf. Ben donna 2 grands coups de marteau sur la fermeture, sans résultat. « Nom de Dieu !» murmura-t-il doucement. C'était trop bête, à la fin, de se voir mis en échec par un cadenas à 5 $. Non, il rongerait plutôt le bois de la porte avec ses dents. Il promena le faisceau de la torche autour de lui et avisa le tableau à outils, à droite de l'escalier. Il y avait une hache, dont la lame était protégée par un étui en caoutchouc. Il courut l'arracher du tableau et dénuda la lame. Puis il sortit une des petites bouteilles de sa poche, mais elle lui glissa des mains. L'eau bénite se répandit par terre et devint aussitôt lumineuse. Il prit une autre bouteille, en dévissa le capuchon et en versa le contenu sur la lame de la hache, qui se mit à scintiller d'une étrange lueur phosphorescente. Quand il saisit le manche, il eut le sentiment que l'outil était à sa mesure et qu'il avait trouvé d'instinct la prise qui lui donnerait le maximum de puissance. Il contempla la lame, puis, mû par une impulsion étrange, la porta à son front. Alors, comme par miracle, tous ses doutes s'évanouirent, et il sut que ce qu'il faisait était juste. « Vas-y, supplia Marc, vite, je t'en prie !» Il écarta les jambes, prit son élan et lança la hache en avant. La lame, en s'abattant, traça un arc éblouissant et s'enfonça dans le bois jusqu'au manche avec un bruit sourd. Des échardes volèrent. Le bois grinça quand il en arracha la hache.
Il l'a battu encore, encore, encore. Ses muscles coordonnaient leurs efforts pour arriver à une précision et à une efficacité jamais atteintes auparavant. Les échardes volaient comme des balles de shrapnel. Au 5e coup, la lame s'enfonça dans le vide et Ben agrandit le trou avec une hache frénétique. Mark l'observait, stupéfait. La luminosité de la lame avait gagné de proche en proche le manche de la hache, puis le bras de Ben. Il était pris dans une colonne de feu. Les muscles de son cou saillaient sous l'effort. Un œil était fermé pour mieux viser et l'autre fixait rageusement la cible. Sa chemise s'était déchirée, laissant voir les muscles de son dos tendus comme des cordes. Il était possédé non pas par le bien tel que le conçoit l'Église, mais par une force primitive, celle-là même qui meut l'univers. Ce n'était tout de même pas la porte du cellier d'Eva Miller qui lui résisterait. La hache se mit à voltiger à une vitesse vertigineuse. On ne la voyait plus, c'était un éclair, un arc-en-ciel, qui prenait naissance au-dessus de l'épaule de Ben pour s'achever dans les débris de la porte déchiquetée. Il asséna le coup final, puis jeta la hache et regarda ses mains. Elles rayonnaient. Il les tendit vers Mark, qui se mit à trembler. « Je t'aime, dit-il. » Les mains s'étreignirent. Le cellier avait la taille d'une cellule de moine et n'abritait que quelques bouteilles poussiéreuses, 2 ou 3 caisses de faible dimension, un vieux cajot plein de pommes de terre germées et les corps. Au fond, le cercueil de Barlow, dressé contre le mur, comme un sarcophage égyptien. Devant lui s'alignaient les corps de ceux avec qui Ben avait vécu et partagé le pain. Eva Miller, à ses côtés Wiesel Craig, Mabel Mullican, le pensionnaire de la chambre du premier, au bout du couloir, John Snow, le malheureux invalide qui vivait à la charge de la commune et arrivait à peine à descendre pour le petit déjeuner tant il souffrait d'arthrite, et enfin Winnie Upshaw et Grover Verrill. Ben et Mark les enjambèrent et s'approchèrent du cercueil. Ben regarda l'heure, il était 6h40. « On va le sortir d'ici, dit-il, et le mettre près de Jimmy. »« Mais ça doit peser une tonne, dit Mark. »« Oh, on y arrivera. » Ben hésita, puis saisit l'angle supérieur droit du cercueil. Bien que le bois fût parfaitement lisse et n'offrit aucune prise, il le fit basculer sans peine, le descendit progressivement, l'attrapa par en dessous et réussit à le soutenir d'une seule main, comme s'il s'était maintenu en l'air par des contrepoids invisibles. Un choc sourd se fit entendre à l'intérieur. « Maintenant, prends l'autre bout. » Mark parvint à son grand étonnement à soulever l'extrémité du cercueil sans difficulté. « Je crois que j'aurais pu le faire avec un seul doigt, dit-il, le visage rayonnant. « Oui, c'est bien possible. La Providence semble enfin être avec nous, seulement il faut faire vite. » Ils commencèrent à sortir le cercueil, mais il se coinça dans l'embrasure de la porte. Mark, tête baissée, le poussa en avant, le bois gémit et le cercueil passa de l'autre côté. Ils le déposèrent près du corps de Jimmy, recouvert des rideaux d'Eva Miller. Ben consulta de nouveau sa montre, 6h45. La lumière qui leur parvenait encore par la porte de la cuisine avait une couleur cendre. « Maintenant » demanda Mark. Ils se regardèrent par-dessus le cercueil. « Oui, maintenant. » Mark rejoignit Ben. Ils se penchèrent sur les serrures. Sitôt touchées, elles s'ouvrirent d'elles-mêmes avec un bruit sec. Ils soulevèrent le couvercle. Barlow était là, devant eux, ses yeux brûlants fixés sur le plafond. Il était redevenu jeune. Sa chevelure noire, brillante et vigoureuse, se répandait sur l'oreiller de satin. Son teint était frais, ses joues vermeilles. Ses dents au ton d'ivoire se recourbaient sur ses lèvres charnues. « Il... » dit Mark sans pouvoir achever. Les yeux cernés de rouge de Barlow s'étaient mis à bouger. Il y brillait une joie hideuse. Il réussit à capter le regard de Mark qui y perdit aussitôt toute expression. « Ne le regarde pas !» s'écria Ben en écartant Mark d'une bourrade. Mais il était trop tard. L'enfant poussa un gémissement et subitement s'attaqua à Ben, qui, pris par surprise, chancela et recula d'un pas. Déjà les mains de l'enfant fouillaient les poches de sa veste à la recherche du pistolet d'Homer McCaslin. « Mark, non !» Mais l'enfant n'entendait pas. Son visage n'exprimait rien, c'était un mur. Il continuait à gémir comme un petit animal pris au piège. Il avait saisi le pistolet à 2 mains. Ben se jeta sur lui et tenta de lui faire lâcher prise, tout en faisant dévier le canon loin d'eux. « Mark !» rugit-il. « Mark, réveille-toi, pour l'amour du ciel !» Il ne put empêcher le canon de pointer vers sa tête, et le coup partit, lui frôlant la tempe. Il tint les mains de Mark serrées dans les siennes, et lui décocha un coup de pied. L'enfant perdit l'équilibre et laissa échapper le pistolet. Il se précipita dessus en pleurnichant, mais Ben lui envoya à toute volée un droit dans les gencives. Il sentit les lèvres de l'enfant s'aplatir contre ses dents et ne put retenir un cri, comme s'il avait lui-même essuyé le coup. Mark se laissa tomber à genoux, mais Ben envoya le pistolet de l'autre côté de la pièce d'un nouveau coup de pied avant que Mark ne l'atteigne.
L'enfant se mit alors à courir à quatre pattes vers l'arme, mais Ben le frappa encore. Enfin, l'enfant s'effondra. Ben avait perdu tout son courage. Il ne se sentait plus possédé par une force surnaturelle. Il était redevenu Ben Mears et il avait peur. Le carré de lumière en haut des marches avait viré au violet. Sa montre marquait 6h51. Ben sentait son regard attiré irrésistiblement vers l'affreuse créature gorgée de sang, couchée dans le cercueil. « Regarde-moi donc, espèce d'avorton. Regarde Barlow, qui a traversé le monde et les siècles, tandis que tu as mené, toi, qu'une petite vie sans horizon et sans grandeur. Regarde le maître des ténèbres, que tu t'imaginais pouvoir immoler à l'aide d'un misérable bout de bois. Regarde-le et renonce. » « Jimmy, je ne peux pas, il est trop tard. Je n'ai pas la force de lui résister. »« Regarde-moi !» Il était maintenant 6h53. Marc se mit à gémir. « Maman, maman, où es-tu? Ma tête me fait mal, il fait noir. »« Je le castrerai, et il deviendra mon esclave. » Ben prit à tâtons un des pieux piqué dans sa ceinture, mais le laissa échapper. Il eut un cri de désespoir. Dehors, le soleil avait abandonné Salem. Ses derniers rayons éclairaient encore le toit de Marston House. Il ramassa le pieu. Mais où avait-il mis le marteau? Où diable pouvait-il être? À côté de la porte du cellier, il avait essayé de casser le cadenas avec. Il traversa la cave d'un bond et le ramassa. Marc s'était redressé, sa bouche saignait, il passa la main sur ses lèvres et regarda le sang d'un air stupéfait. « Maman !» cria-t-il. « Où est maman ?» Il était 6h55, le point de jonction entre le jour et la nuit. Ben traversa en courant la cave déjà sombre, le pieu dans la main gauche, le marteau dans la main droite. Un rire triomphant retentit. Barlow s'était assis dans son cercueil, ses yeux de braise étincelaient d'une joie diabolique. Le regard de Ben, invinciblement attiré, rencontra son regard et sa volonté faiblit. Pourtant, d'un geste violent, en hurlant de rage, il souleva le pieu au-dessus de sa tête et l'abattit comme un éclair. La pointe acérée déchira la chemise de Barlow et pénétra dans la chair. Barlow poussa un cri. C'était un cri étrange, un hurlement de loup à l'agonie. La force du coup le fit retomber en arrière. Ses mains, recourbées comme des griffes, déchiraient convulsivement le vide. Ben frappa encore sur le pieu, et Barlow poussa un nouveau cri. D'une main froide, comme la tombe, il saisit la main gauche de Ben, celle qui tenait le pieu. Ben entra dans le cercueil, s'agenouilla sur le corps de Barlow, dont le visage était convulsé de haine et de douleur. « Arrête! Arrête !» cria Barlow. « Et voilà pour toi, salopard! Voilà pour toi, vermine !» sanglota Ben. Et il frappa de nouveau. Un geyser de sang jaillit, l'aveuglant pendant un instant. La tête de Barlow roulait furieusement d'un côté à l'autre de l'oreiller de satin. « Arrête, tu ne peux pas, tu n'oseras pas faire ça !» Mais le marteau s'abattit encore et encore. Le sang gicla des narines de Barlow, son corps se tordit. Ses mains griffèrent les joues de Ben, lui arrachant des lambeaux de chair. « Laisse-moi !» Il asséna un dernier coup de marteau sur le pieu, et de la poitrine de Barlow jaillit cette fois du sang noir. En l'espace de 2 secondes, le corps se désagrégea, trop vite pour que plus tard, à la lumière du jour, on puisse y croire, mais pas assez pour que Ben ne reste pas hanté pour toujours par cette vision affreuse. La peau jaunie se craquela comme un vieux parchemin, les yeux devinrent vitreux et s'enfoncèrent dans les orbites. Les cheveux blanchirent et tombèrent en petits tas sur l'oreiller de satin. Le corps se ratatina. La bouche, en un terrifiant rictus, découvrit les dents de carnassier. Les ongles noircirent et se détachèrent. Bientôt il ne resta plus des doigts que les os et quelques bagues cliquetant comme des castagnettes. La tête chauve et ridée ne fut plus qu'un crâne. La veste et le pantalon de satin noir s'affaissèrent, et des bouffées de poussière s'échappèrent de la chemise en toile de lin. Ben poussa un cri et bondit hors du cercueil. À chaque étape de cette horrible décomposition avait correspondu une odeur particulière. D'abord une infecte puanteur de charogne, ensuite une odeur de moisi, enfin une odeur âcre de poussière, et puis plus rien. Les osselets des doigts s'agitèrent en une dernière danse, puis s'écaillèrent et tombèrent en poudre. Les fosses nasales s'élargirent jusqu'à rejoindre la cavité orale. Les orbites s'agrandirent, donnant au crâne une expression de surprise et d'horreur, puis fusionnèrent. Il n'y eut plus à la place de la tête que des fragments d'os, comme les morceaux d'un vase brisé, et à la place du corps que quelques vêtements chiffonnés, comme un tas de linge sale. Pourtant l'esprit de Barlow ne s'avouait pas vaincu. La poussière au fond du cercueil se soulevait encore en petits nuages qui virevoltaient diaboliquement. Soudain Ben sentit passer un vent de tempête et fut saisi d'un grand frisson. Au même moment, toutes les vitres de la pension explosèrent. «
Attention, Ben cria Mark. Attention. Ben se retourna brusquement et les vit sortir du cellier. Eva, Weasel, Mabe, Groover et les autres. Leur heure avait sonné. Mark hurlait sans pouvoir s'arrêter. Ben le prit par les épaules et le secoua. L'eau bénite, cria-t-il. Ils ne peuvent pas nous toucher. Les hurlements d'angoisse de Mark se transformèrent en gémissements plaintifs. Grimpe dans la cuisine, dit Ben. Vas-y. Il dut mettre l'enfant sur la planche et le pousser. Quand il le vit hors de danger, il se retourna et fit face aux morts vivants. Ils étaient là, en ligne, à 5 ou 6 mètres de lui, et leur regard exprimait une haine qui n'avait rien d'humain. Vous avez tué le maître, dit Eva d'une voix dont les accents semblaient bien être ceux du chagrin. Comment avez-vous pu faire ça? Oh, je reviendrai, lui lança-t-il, et ce sera pour m'occuper de vous tous. Puis il grimpa à son tour sur la planche. Le bois plia sous le poids, mais ne céda pas. Arrivé au seuil de la cuisine, il jeta un dernier coup d'œil en arrière et les vit rassemblés autour du cercueil qu'il contemplait en silence. Un peu comme les gens qui étaient venus regarder le corps de Miranda après son accident. Il chercha Mark et l'aperçut couché sur le ventre à côté de la porte de la véranda. Ben se dit que l'enfant était évanoui, rien de plus. C'était vraisemblable. Son pouls battait régulièrement. Il le prit dans ses bras et le porta jusqu'à la Citroën. Il se glissa derrière le volant et mit le moteur en marche. Au moment de s'engager sur High Road Street, il réprima un cri. Les morts-vivants étaient là, dans les rues, à la fois brûlant de fièvre et grelottant de froid, la tête prête à éclater, il tourna à gauche sur Jointer Avenue et quitta Salem. Bercé par le ronronnement régulier de la Citroën, Mark s'efforçait confusément de reprendre conscience, sans avoir à penser ni à se souvenir. Il regarda par la fenêtre et la peur le saisit à nouveau. La nuit était tombée, les arbres au bord de la route n'étaient plus que des ombres confuses, et les voitures avaient allumé leurs phares. Il poussa un gémissement et agrippa fébrilement la croix suspendue à son cou. « Détends-toi, dit Ben. Nous sommes à 30 kilomètres de Salem. » L'enfant se pencha par-dessus le volant pour mettre la sécurité de la portière du conducteur et faillit faire une embardée à Ben. Puis, se tournant de l'autre côté, il mit la sécurité de sa propre portière, après quoi il se recroquevilla sur son siège, ne souhaitant plus qu'une chose, s'enfoncer à nouveau dans le néant. Le néant, il n'y avait rien de mieux. Au moins n'y retrouvait-on pas toutes ces affreuses images. Le moteur faisait un bruit monotone et rassurant. Rien de mieux. Il ferma les yeux. Mark? Il était plus prudent de ne pas répondre. Mark, tu te sens mal? Mark. Mais il était loin déjà. C'était ce qu'il fallait. Rien, plus rien que du gris. Quand ils surpassaient la frontière du New Hampshire, Ben décida de s'arrêter dans un motel. Il inscrivit sur le registre Ben Cody et enfant, et griffonna une signature. Mark brandit sa croix en entrant dans la chambre. Il avait le regard affolé d'un petit animal pris au piège. Il tint la croix serrée dans sa main jusqu'à ce que Ben eût fermé la porte, mit le verrou et suspendu sa propre croix sur la poignée. Il y avait une télécouleur, et Ben la regarda un moment. 2 pays africains en guerre. Le président avait pris un coup de froid, mais c'était sans gravité. À Los Angeles, un bonhomme était devenu dingue et avait descendu 14 personnes à coups de fusil. La météo annonçait de la pluie, et dans le nord du Maine, des bourrasques de neige. Salem était dans les ténèbres, et les vampires continuaient de hanter la ville et ses alentours. Certains d'entre eux avaient réussi à s'arracher suffisamment aux ombres de la mort pour retrouver un sens rudimentaire de la ruse. Laurence Crockett appela Royal Snow pour l'inviter à jouer aux cartes. Royal n'eut pas plutôt garé sa voiture et pénétré chez les Crockett que Laurence et sa femme fondirent sur lui. Glynis Mayberry donna un coup de fil à Mabel Wertz, lui dit qu'elle avait peur toute seule et lui demanda si elle ne pouvait pas venir passer la soirée chez elle en attendant le retour de son mari. Mabel, qui vivait maintenant dans l'angoisse, donna son accord avec un empressement pathétique. 10 minutes plus tard, elle se trouva en face de Glynis complètement nue, son sac au bras et découvrant ses crocs en un sourire hideux. Elle n'eut que le temps de pousser un cri, pas plus. Quand Delbert Marquet quitta son cabaret désert un peu après minuit, il vit Carl Foreman et Homer McCaslin sortir de l'ombre et lui dire en souriant de toutes leurs dents qu'ils venaient boire un coup. Milt Crossen reçut dès la fermeture de son magasin la visite de quelques-uns de ses habitués. George Midler, le quincaillier PD, alla trouver chez eux les petits lycéens qui prenaient un air entendu et méprisant lorsqu'ils entraient dans son magasin, et ses vœux les plus noirs furent exaucés. Les voyageurs continuèrent à passer à côté de Salem, sur la route 12, sans rien voir d'autre que 2 panneaux, celui du Rotary et celui qui limitait la vitesse à 50 à l'heure. Une fois la ville dépassée, le 90 retrouvé, que pouvait-il penser sinon quel trou sinistre?
La ville gardait son secret, et Marston House veillait sur elle comme un roi déchu continue de suivre les affaires de son peuple. Le lendemain, à l'aube, Ben prit sa voiture pour retourner là-bas, laissant Mark dans la chambre du motel. Il s'arrêta pour acheter une pioche et une pelle dans une quincaillerie de Westbrook. Salem attendait en silence, sous un ciel d'orage, que la pluie se mette à tomber. Il y avait très peu de voitures dans les rues. C'était ouvert chez Spencer, mais le café L'Excellent était fermé. Quelqu'un avait baissé les stores, enlevé le menu de la vitrine et effacé le plat du jour sur l'ardoise. Le spectacle de ces rues désertes lui fit froid dans le dos, et lui rappela la pochette d'un disque de rock où l'on voyait de profil sur fond noir un travesti, dont le visage étrange était maculé de sang et de rouge à lèvres. Au-dessous, un titre « Ils ne sortent que la nuit ». Il commença par se rendre chez Eva, monta au premier et poussa la porte de sa chambre. Elle était exactement comme il l'avait laissée, avec le lit défait et un paquet de bonbons ouverts près de la machine. Il attrapa la corbeille à papier en métal posée sous le bureau et la mit au milieu de la pièce. Puis il prit son manuscrit et le déposa dedans. De la page de titre, il fit un allume-feu, l'enflamma avec son briquet et la jeta sur les pages dactylographiées. La flamme les lécha avec délectation, puis les dévora sans façon. Les feuilles se roulèrent et noircirent. Une fumée blanchâtre s'échappa en volute de la corbeille, et il se pencha machinalement par-dessus son bureau afin d'ouvrir la fenêtre. Sa main tomba sur le presse-papier, celui qu'il avait gardé depuis son enfance, depuis le jour où il était entré dans la maison du monstre. Si on l'agitait, il se remplissait de flocons de neige. Il le secoua en le tenant devant ses yeux, comme il le faisait quand il était parti, et l'éternel miracle se produisit. On apercevait à travers la neige une maison couleur de pain d'épices et un petit chemin. Les volets étaient fermés, mais un petit garçon imaginatif comme Mark Petrie n'aurait eu aucun mal à voir une longue main blanche rabattre un des volets et un visage blafard apparaître, découvrir des crocs de loup et l'inviter à pénétrer dans cet éternel hiver, au-delà du temps. Il le voyait, ce visage pâle et avide, un visage qui ne verrait plus jamais ni la lumière du jour, ni le bleu du ciel. C'était son visage à lui. Il jeta le presse-papier au fond de la pièce, où il se brisa en 1000 morceaux, et quitta la chambre sans jeter un regard en arrière. Il réussit, Dieu sait comment, à remonter le corps de Jimmy, toujours enveloppé dans les rideaux d'Eva. Il le mit dans le coffre de la Buick et partit en direction de la maison des Petrie. La pioche et la pelle étaient sur le siège arrière, à côté de la sacoche noire de Jimmy. Il passa le reste de la matinée et le début de l'après-midi dans une clairière derrière la maison, tout près de Taggart Stream, à creuser une fosse profonde de plus d'1 mètre. Il y déposa le corps de Jimmy et ceux des parents de Mark, enveloppés dans la housse du canapé. Il était 2h30 quand il commença à remplir la fosse. À mesure que la lumière faiblissait dans le ciel nuageux, ses mouvements devenaient plus rapides. La sueur qui se condensait sur sa peau ne lui venait pas seulement de l'effort fourni. À 4 heures, la fosse était comblée. Il tassa soigneusement les mottes de terre, jeta la pelle et la pioche toutes crottées dans le coffre de la voiture, retourna en ville et se gara devant le café L'Excellent, sans couper le contact. Il resta là un moment à regarder la ville. Les magasins déserts, avec leurs fausses façades, semblaient prêts à se lézarder et à s'écrouler. La pluie qui tombait depuis midi donnait au jour un ton de funérailles. Le petit parc où il avait rencontré Suzanne était vide et mélancolique. Les stores de la mairie étaient baissés. Seule tranchait sur la désolation générale la petite pancarte insouciante « Sortie déjeuner » que Larry Crockett avait accrochée devant la devanture de son agence immobilière. Il n'y avait de bruit que celui de la pluie. Il marcha jusqu'à Railroad Street et entendit ses pas résonner dans le silence. En passant devant la maison d'Eva, il la regarda une dernière fois. Aucun signe de vie. La ville était morte. Il le savait maintenant, comme il avait su que Miranda était morte lorsqu'il avait vu sa chaussure dans le caniveau. Il se mit à pleurer. Il pleurait encore quand il dépassa le panneau du Rotary qui disait « Vous venez de quitter Jérusalem Slot, une bien jolie petite ville, revenez nous voir. » Il rejoignit l'autoroute. En prenant la bretelle d'accès, il jeta un coup d'œil du côté de Marston House, mais elle était masquée par les arbres. Il allait maintenant vers le sud, vers Mark, vers la vie. Épilogue. Du carnet de Ben Mears, article découpé dans le Courrier de Portland. 19 novembre 1975, page 27. Jérusalem Slot. Il y a 1 mois seulement, Charles et Amanda Pritchett quittèrent Portland pour s'établir comme fermiers à Jérusalem Slot, comté de Cumberland. Mais des bruits bizarres les réveillèrent chaque nuit et vont les obliger, disent-ils, à déménager. La ferme, située sur Schoolyard Hill, appartenait auparavant à Charles Griffin, dont le père était propriétaire des laiteries Sunshine, absorbées en 62 par le consortium Sleefoot.
Nous n'avons pu joindre Charles Griffon pour lui demander ce qu'il en pensait. Il avait vendu sa ferme par l'intermédiaire d'un agent immobilier de Portland pour une bouchée de pain, au dire du Pritchett lui-même. C'est quelques jours après avoir emménagé qu'Amanda Pritchett commença à parler à son mari de drôles de bruits qu'elle entendait dans la grange. 4 janvier 1976, page 1. Jérusalem Slot. Un curieux accident de voiture est survenu la nuit dernière dans la ville de Jérusalem Slot, Maine. La police a relevé des traces de dérapage à proximité du lieu de l'accident et en a déduit que la voiture, une berline d'un modèle récent, roulait à vive allure lorsqu'elle quitta la route et alla heurter à un pylône à haute tension de la centrale du Maine. La voiture est complètement défoncée, mais malgré la présence de taches de sang sur le siège avant et sur le tableau de bord, les passagers n'ont pas encore été retrouvés. Selon la police, le véhicule appartenait à M. Gordon Phillips de Scarborough. Au dire d'un voisin, Phillips et sa famille allaient voir des parents à Yarmouth. La police pense que Phillips, sa femme et ses 2 enfants sont sous le coup de l'accident et errent dans la campagne. Des recherches vont être entreprises. 14 février 1976, page 4. Cumberland. Une veuve qui vivait seule dans le quartier ouest de Cumberland, sur Smith Road, Mrs. Fiona Coggins, a disparu. C'est sa nièce, Mrs. Gertrude Hersey, qui a signalé le fait au shérif du comté. Elle a précisé à la police que sa tante était depuis quelque temps en mauvaise santé et menait une vie tout à fait recluse. Le shérif et ses adjoints ont ouvert une enquête, mais nous ont déclaré que pour l'instant, il était impossible de... 29 mai 1976, page 1. Jérusalem Slot. On craint qu'une vilaine histoire ne se cache derrière la disparition d'une famille, la famille Holloway, récemment installée dans la petite ville de Jérusalem Slot sur Taggart Stream Road. La police a été alertée par le grand-père de Daniel Holloway, inquiet que personne ne réponde à ses coups de téléphone répétés. Les Holloway et leurs 2 enfants avaient emménagé en avril et s'étaient plaints à plusieurs reprises auprès des parents et d'amis d'être gênés dans leur sommeil par de drôles de bruits. On a enregistré une succession d'événements étranges à Jérusalem Slot durant ces derniers mois, et nombreuses sont les familles qui... 4 juin 1976, page 2, Cumberland. Mrs. Helen Tremont, une veuve qui habite Backstage Road, dans la partie ouest de Cumberland, a eu ce matin une crise cardiaque et a été admise immédiatement au centre hospitalier du comté de Cumberland. Elle a raconté à notre correspondant qu'elle avait entendu gratter à la fenêtre de sa chambre à coucher pendant qu'elle regardait la télévision et qu'elle avait vu un visage qui l'observait à travers la vitre. Ce visage me faisait une espèce de sourire affreux, nous a-t-elle précisé. C'était atroce. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et puis je dois vous dire que depuis que cette famille a été tuée à moins de 2 kilomètres de chez moi, sur Taggart Street Road, j'ai tout le temps peur. Mrs. Tremont faisait allusion à la famille de Daniel Holloway, dont on a signalé la disparition au début de la semaine dernière. La police se demande s'il faut établir un lien entre... L'homme et l'enfant arrivèrent à Portland à la mi-septembre et s'installèrent pendant 3 semaines dans un motel de la région. Ils étaient habitués à la chaleur, mais après le climat sec de Los Zapatos, ils se sentirent incommodés par l'humidité. Ils passaient de longues heures à nager dans la piscine du motel et à regarder le ciel. L'homme achetait tous les jours le courrier de Portland, mais cette fois, il avait un journal fraîchement sorti des presses. Les chiens n'avaient pas pissé dessus et le temps ne l'avait pas jauni. Il lisait les annonces météorologiques et regardait au fil des pages si l'on parlait de Jérusalem Slot. Il était depuis 9 jours à Portland quand il tomba sur un article qui signalait qu'un homme avait disparu à Falmouth et que son chien avait été découvert mort dans la cour de la maison. La police enquêtait. L'homme se leva tôt, ce 6 octobre, et se rendit dans la cour d'entrée du motel. La plupart des touristes avaient déjà quitté la région pour retourner chez eux, laissant derrière eux leurs ordures et leurs dollars. Les gens du pays allaient pouvoir profiter tranquillement de la meilleure saison de l'année. Il y avait quelque chose de nouveau dans l'air ce matin-là. Moins d'odeur d'essence aux alentours de la grande route, pas de brume à l'horizon, pas trace non plus de ce brouillard laiteux qui nappait d'ordinaire les champs en cette heure matinale. Le ciel était clair et l'air vif. On eût dit que l'été indien s'était enfui pendant la nuit. L'enfant sortit à son tour et rejoignit son compagnon. « Aujourd'hui, dit l'homme. » Il était presque midi quand ils parvinrent à l'embranchement de Jérusalem Slot, et Ben, le cœur serré, se revit à cette même place un peu plus d'1 an auparavant, revenant à Salem pour exorciser les démons qui le hantaient et se faisait fort d'y parvenir. L'air était plus chaud ce jour-là, le vent d'ouest soufflait à peine et l'été indien n'en était qu'à son début. Il se souvint des 2 jeunes garçons qui marchaient sur la petite route, leur canne à pêche sur l'épaule. Aujourd'hui le ciel était d'un bleu plus pur, plus froid. La radio de la voiture venait de donner les informations. Le présentateur signalait que les risques d'incendie étaient grands.
Il n'y avait pas eu de chute de pluie importante depuis la première semaine de septembre. Vous qui êtes au volant, veillez à bien éteindre votre cigarette avant de la jeter sur la chaussée. Et maintenant, chers auditeurs, nous allons vous faire entendre une chanson de circonstance, l'histoire d'un homme qui, à la suite d'un chagrin d'amour, se jette d'un château d'eau. Ils descendirent la route numéro 12, passèrent le panneau du Rotary et se retrouvèrent sur Jointer Avenue. Ben vit tout de suite que le clignotant jaune ne fonctionnait plus. Les feux de circulation étaient devenus bien inutiles. Ils étaient maintenant dans la ville. Ils la traversèrent lentement, et Ben sentit sa vieille peur lui revenir, comme un vêtement qu'on retrouve dans le grenier et dont on s'aperçoit qu'il vous va encore, bien qu'il vous serre un peu aux entournures. Mark était assis à côté de lui, tout raide. Il tenait une bouteille d'eau bénite que le père Gracon lui avait donnée au moment des adieux, et dont ils ne s'étaient pas séparés depuis qu'ils avaient quitté Los Zapatos. La peur était au rendez-vous, et les souvenirs aussi, de quoi vous briser le cœur. Spencer avait disparu, mais le Lavardière qui lui avait succédé n'avait pas eu un sort meilleur. Les baies vitrées disparaissaient sous la poussière. La pancarte indiquant l'arrêt des autocars Greyhound n'était plus là. L'écriteau « À vendre », qui avait été accroché au-dessus de la porte du café L'Excellent, pendait tout de guingois, et on avait démonté les tabourets qui entouraient le comptoir, pour les replacer probablement dans un snack-bar plus florissant. En haut de la rue, au-dessus de l'ancienne laverie, l'enseigne Barlow et Stracker, meuble de style, continuait de se balancer au vent, mais l'or des caractères s'était terni, et il n'y avait plus personne sur les trottoirs pour la voir. La vitrine était vide, et le verre de l'épaisse moquette bouclée était devenu tout crasseux. Ben se demanda si Mike Ryerson était toujours couché au fond de sa caisse dans la réserve, et cela le fit frissonner. Il ralentit au croisement. Il apercevait maintenant, en haut de la petite colline, la maison des Norton. Une herbe haute et jaune avait poussé un peu partout, envahissant même la cour arrière où Bill Norton avait construit son barbecue. Il y avait des carreaux cassés aux fenêtres. Il avança encore, passa le parc et vit Marston House. Ses volets étaient fermés, et son regard malveillant semblait peser toujours aussi lourdement sur la ville. Pour le moment, elle était inoffensive, mais quand la nuit serait tombée... Les pluies avaient dû emporter l'hostie avec laquelle Callan avait scellé la porte. S'il le désirait, cette maison pouvait être encore la leur. Une sorte de reliquaire maléfique, un phare dirigeant son faisceau mortel sur la ville désertée. Est-ce qu'ils se retrouvaient là-haut, se demanda-t-il. Est-ce qu'ils erraient dans les vastes salons obscurs et célébraient de ténébreux offices à la gloire de leur maître et du maître de leur maître? Il détourna le regard, le cœur glacé. Mark, lui, semblait fasciné par les maisons. La plupart avaient leurs stores baissés. Les quelques fenêtres que l'on voyait à découvert donnaient sur des pièces d'une désolante nudité. Encore plus angoissant, pensa Ben, comme si une colonie d'idiots les poursuivait de leurs regards vides. Ils sont dans les maisons, dit Mark d'une voix sourde. Ils sont là, partout, dans les lits, dans les placards, dans les caves, sous les planchers. Ils se cachent. Calme-toi, dit Ben. Ils laissèrent la ville derrière eux. Ben s'engagea sur Brooks Road, et lorsqu'ils passèrent près de Marston House, ils virent que les volets étaient toujours branlants et la cour toujours envahie d'herbes folles. Mark tendit le bras pour montrer quelque chose à Ben. Au milieu de l'herbe haute, il y avait un chemin qui allait de la véranda à la porte, et que seul le passage répété de cohortes nombreuses avait pu tracer. Ils continuèrent leur route, et Ben se sentit peu à peu délivré de l'étau qui lui serrait le cœur. Le pire était passé, ils l'avaient laissé derrière eux. Ils firent encore quelques kilomètres sur Burns Road, puis Ben s'arrêta près du cimetière d'Harmony Hill. Quittant la voiture, ils s'enfoncèrent dans les bois. La végétation, très sèche, craquait sous leurs pas, et le fruit du genévrier répandait une odeur acide. Ils se retrouvèrent bientôt sur une petite éminence d'où l'on apercevait, par une trouée entre les arbres, la centrale électrique du Maine qui scintillait sous le soleil d'octobre. Le vent n'était pas chaud et les feuilles commençaient tout doucement à prendre les couleurs de l'automne. Les vieux disent que c'est de là que l'incendie est parti, dit Ben, en 1951. Le vent soufflait de l'ouest, et on pense que c'est un type qui a jeté sa cigarette sans faire attention. Une seule petite cigarette. Ça a pris du côté des marais, et après il n'y a eu plus moyen de l'arrêter. Il sortit un paquet de Pall Mall de sa poche, regarda pensivement l'emblème et déchira la mince enveloppe de cellophane. Puis il prit une cigarette, la alluma et secoua l'allumette. Il n'avait pas fumé depuis des mois, et fut étonné de trouver cela si délicieux. « Ils ont leur coin, dit-il, mais on peut les en déloger. On arriverait à en tuer, ou plus exactement à en détruire un certain nombre, mais pas tous, tu comprends ?»« Oui, dit Mark. Mais ils ne sont pas très malins. S'ils n'ont plus accès à leur premier refuge, ils trouveront difficilement ensuite à se cacher. 2 personnes qui passeraient en revue leurs repères possibles pourraient à elles seules faire un sacré boulot.
Peut-être arriverait-elle à nettoyer intégralement Salem avant la première chute de neige. Peut-être aussi n'arriverait-elle jamais au bout. On ne peut absolument pas savoir, mais ce qu'on peut dire, c'est que sans quelque chose pour les mettre en difficulté, pour les obliger à sortir, il n'y aurait aucune chance de s'en débarrasser. Oui, dit Marc. Si quelqu'un se lançait dans cette entreprise, il faudrait qu'il soit prêt à affronter des choses horribles, des choses dangereuses. Je sais. Mais on dit que le feu purifie, ajouta Ben pensivement. La purification, ça compte, tu ne crois pas? Si, je crois, dit Marc. Ben se leva. Il faudrait songer à rentrer. Il était arrivé au bout de sa cigarette et l'envoya négligemment sur un tas de broussailles et de feuilles mortes. La petite fumée blanche se détachait clairement sur le fond vert des genévriers pour se dissiper ensuite sous l'effet du vent. Un peu plus loin, en contrebas, la voie était coupée par un enchevêtrement inextricable de branches mortes et d'arbres tombés, vestiges de l'ancienne catastrophe. Il restait là, sans bouger, fasciné à regarder monter la fumée. Elle devint bientôt plus épaisse. Une langue de flamme apparut. Une succession de petits éclatements secs leur indiqua que le feu avait pris aux brindilles. Ce soir, ils ne poursuivront pas les troupeaux et ne troubleront pas le sommeil des fermiers, dit Ben doucement. Ce soir, ils seront en cavale. Et demain... Toi et moi, dit Marc. Et il leva le poing. Ses joues auparavant si pâles avaient pris des couleurs. Ses yeux brillaient. Ils retournèrent à la voiture et reprirent la route. Dans la petite clairière qui surplombait la centrale, au milieu des arbres jaunis par l'automne, le feu, activé par le vent d'ouest, faisait pétiller les broussailles. Voici la fin de cette histoire. J'espère que cette écoute vous a plu. Et toujours, comme d'habitude, tout petit pouce en l'air et commentaire sera toujours le bienvenu. Merci d'avance.